Bonsoir, bienvenue, c'est un nouveau numéro de Défense sur i24 News. Au programme cette semaine, on vous emmène à la conférence Cybertech 2015 à Tel Aviv. On parlera également de cette guerre par procuration qui se joue en ce moment même au Yémen, l'Arabie Saoudite face à l'Iran. C'est au programme de Défense. Et pour commencer cette émission, en direction de la conférence annuelle sur la cybersécurité à Tel Aviv, une conférence qui réunit les géants dans le domaine, comme Eugène Kaspersky, que l'on va interviewer dans quelques instants. Au programme échange de connaissances, présentation des dernières technologies et confrontation des méthodes dans un domaine qui continue de représenter une menace au niveau mondial. Lorraine Iso. De nos jours, la sécurité mondiale n'est plus autant assurée par les armes traditionnelles que par le passé. Dans une ère de plus en plus connectée, le monde se prépare à faire face à une nouvelle menace, la guerre cybernétique. Durant la conférence Cybertech 2015 sont présentées les dernières innovations technologiques issues d'entreprises israéliennes et mondiales. Le stand de la compagnie nationale israélienne d'électricité expose un nouveau programme d'entraînement unique pour les soldats se battant dans le cyberespace. Le cybergymnase est un tout nouvel équipement pensé par la société israélienne. Il simule divers scénarios de cyberattaques afin d'apprendre aux entreprises privées et aux organisations publiques à se défendre de façon appropriée. C'est une entreprise qui fournit un service unique d'entraînement pour toute organisation face aux cybermenaces. Il est basé sur ce que l'on appelle système de simulation réelle. En fait, vous disposez d'un système complet avec logiciel et contrôleur de données. Il a été conçu pour faire face à toutes les menaces car le système a été construit selon les besoins des clients. Une autre société israélienne, Israel Aerospace Industries, a quant à elle présenté une plateforme de collecte de données pour les outils les plus utilisés du web, les réseaux sociaux. Nous exhibons ici des capteurs qui collectent des renseignements à partir des réseaux sociaux depuis leur service cloud et nous les intégrons à nos centres. Réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, nous mettons en place des dispositifs de contrôle et nous puisons des renseignements. Et même si les sociétés israéliennes étaient mises en avant durant cette conférence, plusieurs entreprises respectées, originaires de nombreux pays, ont apporté leur contribution à une meilleure compréhension du champ de bataille du futur. Et on rejoint tout de suite depuis cette conférence Eugène Kaspersky, le président de Kaspersky Lab, l'un des experts leaders mondiaux dans le domaine de la sécurité de l'information. Alors en matière de cybersécurité, on va reparler tout d'abord avec vous, bonjour, de ce qui a été comme étant l'attaque de l'année, celle dont a été victime Sony Pictures. Avec du recul, à quel point est-ce que cette attaque était sophistiquée selon vous ? Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de données et selon ce que nous savons, ça ne paraît pas être une attaque très sophistiquée. Et nous ne savons toujours pas si cela était une attaque provenant de l'intérieur ou de l'extérieur. Cela pourrait être une combinaison des deux. Nous attendons désormais les détails techniques. Malheureusement, nous ne les détenons pas. Alors comment est-ce que vous définiriez cette attaque et la riposte qui a été menée contre Pyongyang un peu plus tard? Est-ce qu'on peut parler de cyberguerre ? C'est une bonne question. Quelle est la définition de la cyberguerre? Qu'est-ce que le piratage? Qu'est-ce que le crime dans cet espace? En fait, je pense que cela dépend du fait de qui se trouve à l'origine de cette attaque. Si ce ne sont que des individus, ça peut être du piratage, mais si ce sont des États, alors c'est une cyberguerre. Et qu'est-ce que cette attaque nous dit finalement sur le niveau de sécurité des grandes entreprises? Après chaque attaque d'une telle ampleur, les entreprises et les gouvernements sont de plus en plus au courant des questions de cybersécurité. Et la réalité est que chaque secteur industriel, chaque entreprise a un niveau différent de conscience du danger. Les sociétés qui ont déjà été victimes de ce genre d'attaques sont bien plus sérieuses en matière de cybersécurité. Malheureusement, la situation devient de pire en pire et de plus en plus de réflexions sur l'amélioration de la sécurité s'effectuent, plus d'investissements, de conseils d'experts et des meilleures technologies disponibles. Investing more into the IT security, looking for the experts, looking for the new technologies. Alors vous parlez de technologie. Israël, de son côté, a récemment établi une nouvelle politique en matière de cyberdéfense. Comment est-ce que vous évalueriez son niveau dans le domaine aujourd'hui?
Je soutiens totalement l'idée de la création d'une agence spécialisée responsable de la cybersécurité. Et Israël est une des nations leaders en termes d'investissement, donc je pense que c'est une très bonne chose. Il y aura un double effet. Cela ne protégera pas uniquement Israël des cyberattaques, mais Israël servira d'exemple aux autres nations comment bâtir une cyberdéfense de façon globale et efficace. Alors, Monsieur Kaspersky, dites-vous que vous êtes un homme de pouvoir, que vous êtes écouté par les décideurs de ce monde, en particulier par Vladimir Poutine. De nombreuses rumeurs ont circulé sur vos liens présents avec le FSB, le service de sécurité de Russie. Quels sont-ils exactement ? Les services de renseignement russes et le FSB sont deux organisations différentes, deux groupes distincts. Le FSB est entre autres responsable de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Ils enquêtent sur les attaques criminelles et terroristes les plus audacieuses en Russie. Et nous avons le même niveau de relation avec le FSB qu'avec d'autres services étrangers. Aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, y compris en Israël. Nous coopérons en matière de cyberdéfense avec des agences gouvernementales du monde entier. Alors on dit également de vous que vous avez acquis votre formation, vos aptitudes dans le domaine de la cybersécurité en travaillant dans le passé pour le KGB. Est-ce que c'est exact ? Le KGB n'existe plus depuis 1991. Je suis diplômé d'une université de mathématiques qui était sponsorisée par le KGB. Mais après cela, je n'ai jamais travaillé pour eux. Et vous diriez que vous êtes en mesure de protéger vos clients aujourd'hui contre les attaques lancées par les renseignements russes ? Techniquement parlant, lorsque l'on constate une attaque, que l'on observe un malware, on ne lui demande pas s'il est russe ou s'il est d'Israël ou des États-Unis. Nous le détectons, nous protégeons nos clients de n'importe quelle attaque que nous sommes en mesure d'identifier. Merci beaucoup Eugène Kaspersky pour cette interview. Et l'autre actu défense de la semaine, c'est la guerre au Yémen qui se poursuit. La coalition arabe continue de bombarder les positions des rebelles chiites au Yémen. L'aéroport de la deuxième ville du pays, Aden, a pu être repris par l'armée régulière, alors que celui de la capitale, Sanaa, est devenu inutilisable suite au bombardement. Les victimes se comptent par dizaines. On voit ça avec Steve Jourdain. L'aviation saoudienne lâche des bombes sur Sanaa. La capitale du Yémen, contrôlée par la rébellion houthi, fait face aux coups de boutoir de la coalition sunnite. L'objectif est de poursuivre la destruction des missiles. Nous pensons avoir déjà réduit à néant la plupart des capacités de la rébellion chiite. La ville d'Aden, interface vers la mer Rouge et enjeu stratégique essentiel pour les belligérants, est plongée dans le chaos. De féroces combats opposent miliciens houthis au comité de défense fidèle au président Mansour Hadi, actuellement en exil. D'un conflit politico-religieux opposant miliciens houthis au président élu Mansour Hadi, la situation s'est enflammée et la conflagration est désormais régionale. Washington affirme soutenir logistiquement les troupes loyalistes. Selon des responsables saoudiens, environ 5000 soldats pro-Téhéran et membres du Hezbollah libanais seraient sur le terrain. Des hauts gradés de la coalition sunnite l'affirment. La campagne militaire au Yémen pourrait bien durer jusqu'à 6 mois. Et réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte, les pays de la Ligue arabe ont décidé de créer une force arabe conjointe pour lutter contre les groupes terroristes. C'est une première dans l'histoire de la Ligue arabe qui doit faire face à de nouvelles menaces, celle du Yémen dont on vient de parler, mais également en Syrie. Léa Berdugo. Ils se sont donné un mois pour en fixer la composition, les modalités de fonctionnement et les objectifs, mais l'accord est déjà scellé par les pays membres de la Ligue arabe. Les dirigeants arabes ont décidé de se mettre d'accord sur le principe d'une force militaire arabe. Une équipe de haut niveau va être constituée sous la supervision des forces armées des pays membres afin d'étudier les questions relatives à la création d'une force arabe unie.
La constitution d'une telle force conjointe était réclamée depuis plusieurs mois par l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui assure la présidence tournante de l'institution. L'objectif étant de combattre les groupes terroristes. Cette annonce intervient au moment où une coalition d'une dizaine de pays arabes bombarde au Yémen les positions de la milice chiite des Houthis, alliés de l'Iran. Pour le secrétaire général de la Ligue arabe, la force conjointe agira jusqu'à ce que les Houthis soient repoussés. Cela exigeait une intense mobilisation arabe et internationale, après avoir épuisé toutes les solutions pacifiques pour mettre fin au coup d'État des Houthis et rétablir le gouvernement légitime. Et cela se poursuivra jusqu'au retrait des milices Houthis, lorsqu'elles auront déposé les armes et que le Yémen sera à nouveau un État fort et uni. Prochaine étape, une délégation de responsables va passer au crible tous les aspects de cette force militaire conjointe. Elle devra faire des recommandations sur ses procédures, ses mécanismes et son budget. Alors on va parler un peu plus longuement des enjeux de cette guerre au Yémen. Nous sommes en ligne avec Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Bonsoir. Oui, bon après-midi. Alors 6 mois pour venir à bout des Houthis, c'est un objectif qui est réaliste selon vous? Écoutez, ça dépendra beaucoup de la volonté des pays impliqués d'entraîner leurs forces terrestres sur le terrain. Les frappes aériennes toutes seules ne serviront pas à réduire, je dirais, les Houthis, certainement pas à les faire retraiter des régions où ils sont établis. Donc il faudra ou bien que l'armée yéménite loyale puisse reprendre du poil de bête, ce qui ne semble pas être fait pour l'instant, ou bien il faudra que des troupes terrestres, saoudiennes, pakistanaises ou autres interviennent. Et là, naturellement, la probabilité est beaucoup moindre qu'on ne l'imagine. Alors justement, vous évoquez les différents acteurs en jeu. Est-ce que la coalition arabe est capable de résoudre seule ce conflit? Est-ce qu'on peut se passer d'un soutien occidental aujourd'hui? Écoutez, c'est pour la première fois depuis 1948, les pays arabes modérés se sont unis et ont formé une force militaire qui n'est pas dirigée contre Israël. C'est déjà une grande première. Donc la dernière fois où une coalition arabe s'était formée, c'était durant la guerre du Golfe, mais elle était autour des États-Unis. Pour l'instant, les Saoudiens ont fait bien attention de ne pas communiquer aux Américains les détails de leur opération, et les Américains eux-mêmes ont reconnu qu'une heure avant uniquement la première attaque des Saoudiens, ils ont eu vent de l'opération saoudienne. Donc je dirais que leur service était complètement aveugle, ou bien tout simplement ils tournaient la tête de l'autre côté alors que cette région est primordiale pour les services de renseignement américains. Ce qui veut dire en d'autres termes que les Arabes modérés ont tout simplement compris que les États-Unis n'étaient pas dans ce jeu-là. Les États-Unis jouaient l'agenda iranien. Étant cela, ils ont tout simplement voulu prouver aux États-Unis qu'il y a un autre axe qui fait face à l'axe iranien, l'axe iranien qui se base sur le Liban, la Syrie, l'Irak, et naturellement ils pensaient aussi prendre le Yémen. Et là, les États modérés sont en train de tout simplement faire comprendre aux Américains et qui jouent la carte iranienne qu'ils ne sont pas dans leur poche. Alors vous évoquez la situation régionale, il faut dire que le Yémen aujourd'hui c'est un nouvel enjeu de la rivalité sunnite-chiite, Iran, Arabie Saoudite. Est-ce que la situation peut dériver vers un conflit régional, voire même des frappes de la coalition sunnite en Iran? Écoutez, je pense qu'on va trop loin dans ça. Je ne pense pas que l'Iran est ciblé pour l'instant. Ce qui est ciblé sont deux éléments qui ont été tout simplement dit très clairement par les États arabes. Le premier, c'est la Libye qui est complètement je dirais, décimée comme État, qui n'existe plus comme État et qui est devenue, je dirais, la retraite de tous les groupes djihadistes du monde et qui, naturellement, sont en train de menacer et l'Égypte et la Tunisie, l'Afrique du Nord et le Sahel. Donc ce qui fait que la Libye a été choisie et indiquée par les Égyptiens qu'elle serait une cible potentielle de cette réaction militaire. Et l'autre cible qui a été évoquée, je dirais, assez bizarre par le président Abbas, qui est de souhaiter que les armées arabes interviennent dans la bande de Gaza. Contre qui? Uniquement contre le Hamas. Alors justement, comment est-ce qu'Israël suit ces développements? On a entendu le Premier ministre Benjamin Netanyahu évoquer un nouvel axe Lausanne, Yémen, Iran. Écoutez, l'axe Lausanne, l'axe Yémen, Lausanne, Iran, et tout simplement c'est l'axe Iran et Iran et autour de l'Iran eux-mêmes. Et je dirais
la tentative de l'Iran d'étendre son hégémonie au Moyen-Orient par l'intermédiaire de proxys locaux comme le Hezbollah au Liban, le régime chiite syrien, alaouite naturellement, les chiites en Irak, et aussi les Houthis qui sont des Zaïdis, non pas tellement des chiites, c'est une secte chiite un peu différente. Mais n'empêche que c'est cela l'axe. L'axe est là. L'axe n'a rien à voir avec Lausanne. Ce qui inquiète les Arabes, c'est l'agenda iranien des Américains, l'agenda iranien que les Américains veulent à coûte que coûte arriver à un accord sur le nucléaire iranien, aux dépens, je dirais, des États arabes qui ont tout simplement et très clairement déclaré, et inclus la Turquie, qui n'accepterait pas une telle solution, une telle, je dirais, réalité en face d'eux, ce qui naturellement pousserait le Moyen-Orient à une course à l'arme nucléaire qu'on ne pourra plus arrêter alors. Merci beaucoup Jacques Neria pour ce décryptage et merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. Soyez là.